Alors, il y a certaines personnes, hein, comme tu le sais, qui ont assisté à la petite série qu'on a fait avec Hakim, où Oui. on a parlé beaucoup voilà, de l'amour et de la sécurité, des limitations. On a parlé de comment tu avais créé le Festen, ce qui s'était passé, la genèse du Festen. Et là, si tu veux bien, moi, j'aimerais bien que tu nous parles vraiment des peurs, comment on les crée, comment elles nous emprisonnent, les limitations, les obligations. Et ce que j'aime beaucoup dans le Festen, c'est qu'on va aborder le côté de la compréhension, le niveau symbolique, le niveau des émotions, le niveau de l'énergie. Et tout ça, bah, ça fait la fusée que tu as mis sur ton livre. Et quand ça décolle, ça décolle. Ah, vous parlez des peurs. Non, arrête, je ne peux pas, ça fait trop peur. Ça en fout des frissons déjà, la chair de Alors, ça m'est un petit peu difficile, c'est un petit peu délicat plutôt pour moi parce que j'ignore un peu ce que vous avez dit déjà et je ne vais pas me répéter. On n'a pas vraiment abordé le sujet des peurs. Voilà, on a parlé beaucoup des limitations, des obligations qu'on s'était créées, ce dont on a à se libérer, de l'amour, de la sécurité, des mensonges qu'on avait créés. Mais les peurs, tu en parles tellement bien. J'ai dit, je vais laisser le sujet au boss. Ok. Alors, ce qu'on peut dire déjà, et ce qui est peut-être la chose la plus difficile pour nous à appréhender, à comprendre de prime abord, c'est que les peurs sont partout. Simplement, on n'en a pas conscience. Évidemment, quelqu'un qui a peur des souris ou qui a peur du noir, il voit très bien qu'il y a une peur puisqu'il ressent de la peur. Par contre, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est déjà moins évident. Et pourtant, derrière le manque de confiance, il y a une peur qui peut être la peur de réussir, la peur de l'échec, la peur d'être rejeté. Enfin bon, il peut y avoir différentes peurs. Mais déjà, c'est un petit peu moins évident. Si j'ai tendance à me dévaloriser, il y a une peur derrière. Si j'ai tendance à me sacrifier, il y a une peur derrière. Si j'ai une tendance à me bloquer, j'ai des blocages, et il y a des moments où je suis saisi, je ne sais plus quoi faire. Vous savez, ces situations dont on dit après coup, ah là là, si j'avais su, j'y aurais dit. Mais pourquoi je n'ai pas dit? Parce que j'avais peur. Les peurs sont partout. C'est bien simple, c'est dès qu'on ressent quelque chose de négatif, dès qu'on ressent une situation négative, il y a de la peur. Et ce qui est le plus délicat pour nous, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Quelqu'un qui a peur du noir, il va dire bah, oui, voilà, il faut que je travaille sur moi pour dépasser ma peur du noir. Mais tiens, je vais commencer par une anecdote que j'adore. C'était, j'ai eu une cliente qui était une jeune adolescente et elle me racontait un épisode où, en plein hiver, elle part à l'école avec juste un haut assez léger, une petite veste. Et sa mère lui dit, mais tu ne vas pas sortir comme ça. Elle dit, ben si, ça va, c'est bon pour moi. Mais non, arrête, tu as vu la température dehors, couvre-toi. Non, maman, je t'assure, ça va. Non, 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 tu ne sors pas comme ça. Enfin, je te dis que ça va, c'est bon. Non, tu ne sors pas comme ça. Tu ne sors pas comme ça, j'ai froid. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire à sa fille, parce que moi j'ai froid, tu dois mettre un pull. Évidemment, sa fille n'était pas consciente de tout ce que je vais vous dire là. Mais si elle l'avait été, elle aurait répliqué à sa mère. Écoute, maman, tu as peur que j'ai froid, et je comprends, puisque si tu as peur que j'ai froid, tu as peur pour moi. Mais si tu as peur que j'ai froid, occupe-toi de ta peur et fiche-moi la paix.
Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que on ne le voit pas, mais on donne notre pouvoir à des peurs. J'ose pas prendre la parole. J'ai envie de dire quelque chose, mais j'ose pas prendre la parole. Ok, c'est une peur qui commande. J'ai envie de mettre ce chapeau-là, oh, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ok, c'est une peur qui commande. Je sortirais bien ce soir, mais me promener dans la rue dans le noir, ok, c'est une peur qui commande. Et tout le temps, on donne notre pouvoir à des peurs, sans nous en rendre compte. Et le truc, il est là, c'est sans nous en rendre compte. Si on s'en rendait compte, on pourrait essayer de composer avec, on pourrait essayer de la dépasser. Mais non. André, excuse-moi. Oui. Qu'est-ce qui fait du coup qu'on ne s'en rend pas compte? Tu parles beaucoup du système réticulaire, c'est ça? Ou c'est autre chose? Ah non, ça c'est autre chose. Le système réticulaire activateur, c'est autre chose qui nous permet, c'est quelque chose en positif. On en parlera un peu plus tard. Garde ça, on pourra en parler plus tard. Ce qui fait qu'on ne s'en rend pas compte, c'est un phénomène d'identification. Qu'est-ce que c'est que l'identification? Le plus simple, ce n'est pas de le voir par rapport à la peur, le phénomène, mais c'est de le voir par rapport à l'émotion. Ça nous est tous arrivé d'être en colère. Ouais, il y en a marre, j'en ai marre de trucs, mais ferme-la, tu peux. Waouh, calme-toi. Quand je suis dans cet état-là, sans m'en rendre compte, je suis devenu la colère. Vous savez, comme ils disent dans le sud de la France, oh, je suis colère. Je suis colère. Mais non, moi, je ne suis pas colère, moi, je suis André. Alors, comment ça se fait? Eh bien, il y a un phénomène d'identification, c'est-à-dire que l'émotion me déborde et s'empare de moi. Et je deviens l'émotion. Ça, c'est l'identification. Eh bien, ça va être le même phénomène avec la peur. La peur s'empare de moi et je deviens la peur. Je n'ai plus conscience d'être André, je ne suis plus que tout entier ma peur. Mets ton pull, j'ai froid. Je n'ai aucune conscience, hein, si je suis cette mère à ce moment-là, je n'ai aucune conscience que je suis en train de parler de ma peur. Pour moi, il est clair que je suis en train de parler de ma fille. Et si on me demande plus tard, je dirais « Ah, ma fille fait n'importe quoi ». Jamais je dirais « Oh là là, j'étais complètement prisonnière de ma peur ». Et donc, les peurs sont partout dans notre vie et elles nous envahissent à tel point qu'on se perd, on s'oublie, on est complètement inféodé, hein, comme le système féodal. La peur est le seigneur et moi je suis le serf, je suis le paysan qui est complètement obéissant au seigneur. Je suis aliéné à ma peur, c'est-à-dire que je suis totalement prisonnier de ma peur sans m'en rendre compte parce que ma peur est devenue moi. Et c'est ça qui rend la démarche de libération difficile au départ, parce que j'en ai pas conscience. Qu'est-ce qui va m'amener à la libération? Eh bien, c'est qu'à un moment donné, l'inconfort va devenir trop grand. Pourquoi? Moi-même, je ne sais pas si tu avais raconté ça, mais en fait, moi, à un moment donné, dans ma vie, j'ai été l'objet de crises d'angoisse. Je me réveillais, j'ouvrais les yeux, et le temps de me dire « Ah, ça va », je n'avais même pas le temps d'arriver à « va ». Ah, boum, l'angoisse était là. Une boule qui me serrait, et ça durait jusqu'à mon endormissement. Eh bien, c'est quand c'est devenu insupportable, vraiment, en disant « mais j'en peux plus, j'en peux plus ». Eh bien là, j'ai bougé mes fesses. Et j'ai commencé une psychanalyse. Et qu'est-ce qui fait qu'on attend ça justement? Parce que moi, ça me parle vachement aussi ça. Je suis arrivé à des situations dans ma vie où, ok, ben, là, c'est trop de trop, quoi.
Et c'est drôle parce que c'est là que Festen est arrivé, en fait. Et ce qui fait qu'on n'est pas capable. Ouais, vraiment, vraiment hein. Enfin, c'est comme je disais à Nadine encore, j'ai pas forcément envie d'en parler là devant tout le monde, mais parce que ça me concerne. Mais ouais, enfin, c'est tombé à point nommé, en fait, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de dire stop, en fait, 8 ans avant, quoi. Alors, c'est parce qu'il y a une part de nous qui ne veut pas, qui refuse de voir la vérité. Pourquoi? Alors, c'est là qu'on revient à la construction des peurs. Je vais le faire très simplement, je ne vais pas développer. Si il y en a qui sont plus intéressés, vous pouvez lire mon livre Plus de peur que de mal ou Festen mode d'emploi, où c'est très détaillé. Mais je pense que tu en as déjà parlé, Nadine, nous sommes conditionnés par deux croyances, c'est-à-dire deux choses que l'on a gravées sur notre mental. Maman égale amour, papa égale sécurité. On va partir de là. On va prendre maman égale amour. Si maman, un jour, me crie dessus, voilà, elle est excédée, elle a eu une dure journée, elle vient de s'engueuler avec son bonhomme ou avec son patron, ou je sais quoi, elle vient d'avoir un accident de voiture, on ne sait pas. Mais voilà, il se trouve qu'elle va me changer parce que je suis avec ma couche pleine de caca et là, heureusement, le caca a débordé, il y en a partout. Et là, elle me fait « Ah, mais j'en ai marre de toi, t'es plein de merde !» Oh là là. Et moi, je suis un petit bout grand comme ça et je prends une dose, mais folle, littéralement folle, de non-amour. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'amour de ma mère disparaît. Or, j'ai absolument besoin de cet amour. C'est-à-dire que je l'ai gravé en moi, je l'ai gravé sur mon mental. J'ai absolument besoin de cet amour. Et ce qu'il faut comprendre, ce qui est peut-être un peu difficile à comprendre, mais voilà, vraiment, vous le comprendrez en lisant, c'est que j'ai absolument besoin d'amour et de sécurité. Tout est dans le absolument. Ça veut dire que j'ai autant besoin d'amour et de sécurité lorsque je suis bébé que j'ai besoin d'air pour respirer. Imaginez si on vous met un sac en plastique sur la tête puis qu'on vous ferme le sac. Ça ne va pas être la fête longtemps. Hein. Vous avez absolument besoin d'air pour respirer. Ça va être panique à bord, littéralement. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà de vivre des expériences comme ça. Moi, j'ai vécu, pour vous donner juste un exemple, je faisais de la planche à voile et je suis tombé de ma planche et je suis remonté sous la voile, alors que je croyais remonter à l'air libre. Et donc, j'étais prête à respirer, sauf qu'il n'y avait pas d'air. Et j'avais plus d'air et d'un seul coup, j'ai paniqué. Alors, pas paniqué au point de boire la tasse, mais en disant ah, et j'ai tiré sur la voile parce que tu peux soulever la voile, hein, il n'y a pas d'air qui apparaît. Hein. C'est la panique. Et bien là, c'est la même chose. Le bébé sur la table allongée, c'est panique à bord. Donc, comme il a absolument besoin d'amour, son mental, ce que j'appelle le logiciel survie, vous savez qu'on est conditionné pour la survie comme les animaux, mon logiciel survie doit résoudre un paradoxe. Qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? Un paradoxe, c'est quelque chose qui est insoluble. On parle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'injonction paradoxale. L'injonction paradoxale par excellence, c'est « sois autonome ». C'est-à-dire qu'on me donne un ordre, donc je dois obéir à un ordre, et l'ordre, c'est de ne pas obéir aux ordres. Bug. Il y a un bug. Et bien là, c'est la même chose. Il y a un bug, il y a un paradoxe. Maman égale amour doit rester vrai, or maman égale plus amour. Il y a un bug. Et le problème, c'est que ce bug, il est en train de me faire mourir parce que j'en ai absolument besoin. Pour résoudre le paradoxe, je vais trouver une explication. Je vais dire, si maman est méchante, c'est à cause de moi. Ce n'est pas maman qui est méchante. Ce n'est pas maman qui me veut du mal. C'est moi qui suis un merdeux. Et parce que je suis un merdeux,
maman me crie dessus. Si je n'étais pas un merdeux, elle ne me crierait pas dessus. Voilà. Je ne mérite plus l'amour de ma mère parce que je suis merdeux. C'est-à-dire qu'on crée quelque part un mensonge, une zone d'ombre. C'est Moi, exactement ça. ça me fait écho ce que tu me dis parce que moi, je m'intéresse beaucoup à l'hébreu et on a une langue française qui est sacrée et qui vient de l'hébreu. On a un alphabet, un aleph, bet, c'est les deux premières lettres hébraïques. Et si on prend le mot amour, en fait, c'est quelque part la lumière dans l'âme, le aleph, le masculin de lumière, et aour, la lumière, et on entend le âme aussi. Et moi, ça me fait l'écho de on crée une zone d'ombre, un mensonge, c'est là où tu veux en venir. C'est ça. C'est exactement ça. Je repeins la réalité. Je la change, je modifie la réalité et je l'inscris dans mon mental. Et là, il y a une nouvelle réalité, une nouvelle vérité. C'est-à-dire que pour moi, ça ne peut pas être un mensonge. Je ne peux pas me dire, tiens, je vais créer un mensonge. Non. Si je dis, je vais me créer un mensonge, je garde maman égale pas amour. Ce n'est pas possible. Il faut que je garde maman égale amour. Donc, je crée une nouvelle vérité et j'efface les traces de mon passage. Je suis indigne d'amour. C'est ma nouvelle vérité et donc c'est ma seule vérité. Moi, je ne me dis pas c'est ma nouvelle vérité, c'est ma vérité. Je suis indigne d'amour. Ok, je suis indigne d'amour, c'est mon identité, c'est ce que je suis. Très bien. Et puis, après, ça va me causer des ennuis. Pourquoi? Eh bien parce que ce mensonge, je dois le maintenir dans la réalité. Si plus tard, même une fois devenu adulte, même quand j'ai 30 ans, on me dit « André, je t'aime ». Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, moi je suis indigne d'amour, tu ne peux pas m'aimer. Donc il faut que je me débrouille toujours pour invalider la parole de l'autre ou pour éviter qu'on me dise « Je t'aime ». Il faut que je me sabote sans arrêt. Mais ça me rend malheureux. Je vais vous montrer, enfin, je vais essayer de le faire simplement en parlant de moi un petit peu. Moi, le mensonge que j'ai créé, c'est « je suis personne ». Donc imagine le paradoxe. Pour vivre quand tu es personne, il faut tordre la réalité. Donc, j'avais un manque de reconnaissance fondamentale. Donc, comme je suis un être humain quand même, j'ai besoin d'être reconnu en tant qu'humain. C'est un besoin naturel. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on vous l'a déjà fait, mais quelqu'un passe devant vous sans vous regarder, sans vous dire bonjour, il y a un malaise. Tout de suite. C'est vraiment un besoin fondamental de l'être humain. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme je n'ai pas eu cette reconnaissance, je vais mendier la reconnaissance. Dis-moi que je suis quelqu'un, dis-moi que je suis quelqu'un de bien, dis-moi que j'existe, parce que j'en ai besoin. Oui, mais j'ai créé le mensonge, je suis personne. Donc, d'un côté, je mendie la reconnaissance, mais dès que quelqu'un me dit « oui, tu es quelqu'un de bien », le mensonge devient faux. Panique à bord. Je dois me saboter. Et donc, ma vie, c'était ça. Je mendiais la reconnaissance, mais si quelqu'un me reconnaissait, je partais en courant. Ou je le rejetais. Et puis, je me disais, mais t'es malade ou quoi? Pourquoi t'es parti? Mais c'était plus fort que moi. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette expression pour vous, c'est plus fort que moi. Et André, du coup, comment ça te fait l'écho des fois, j'ai l'impression qu'on vient appuyer sur un bouton et je ne peux pas contrôler ma réaction, quoi. C'est un programme. Ce qui est intéressant dans le « c'est plus fort que moi », c'est le « c'est apostrophe ». Cela est plus fort que moi. C'est quoi ce « cela » ? Eh bien, c'est le mensonge. Mon mensonge est plus fort que moi. Or, ce mensonge, il est caché à moi-même. Je me le suis caché à moi-même. Je l'ai envoyé dans un coin de mon mental qu'on appelle l'inconscient. Il n'est plus là. Je ne le vois plus. Et il n'est plus là visible, mais il est toujours là, actif. Et c'est comme un bouton, c'est exactement comme tu dis. C'est un bouton. Si on me dit « André, je t'aime », on appuie sur un bouton et dégage.
Merci de ton Le problème, c'est que ça me fait souffrir. Puisque j'ai besoin de reconnaissance et que je n'ai pas la reconnaissance. Donc, je suis pris toujours dans ce paradoxe. Je mendie, mais je suis un peu comme un mendiant. Toi, t'imagines le mendiant à la sortie de la messe le dimanche matin, il a la main tendue, puis il y a quelqu'un qui va lui mettre un sou dans la main. Au moment où on va lui mettre le sou, il enlève la main en disant « Oh putain, j'ai failli le prendre celui-là. » Eh bien, c'est notre vie, en fait. C'est notre vie, elle est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand je souffre, il faut que je me cache à moi-même les causes de ma souffrance. Tout simplement. Donc, consciemment, je vois bien que je souffre, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai de l'angoisse, j'ai de la détresse, j'ai du désespoir, voilà. Mais je suis incapable de dire ce qui m'arrive. Et pire que tout, c'est que si j'essaye de me mettre en chasse, si j'essaye de me transformer en Sherlock Holmes, pour essayer de trouver ce qui m'arrive, mon mental inconscient, le mensonge, va dire hey, « Stop, t'arrêtes tes conneries là. » Parce que si tu continues de chercher, tu vas trouver. Et ce que tu vas trouver, tu ne dois pas le trouver. Parce que si tu le trouves, ce que tu vas trouver, c'est maman égale pas amour. Or, si tu trouves maman égale pas amour, tu vas mourir. Donc, si tu veux rester en vie, continue de souffrir. Et tu vas continuer de souffrir parce que pour l'instant, la peur de découvrir le mensonge est plus forte que l'inconfort. Le jour où l'inconfort devient plus fort, eh bien, c'est un phénomène qui est assez simple à comprendre, ça. Imaginez, vous êtes chez vous, je sais pas, au 2e étage. Le feu prend dans votre maison. Il y a le feu dans votre maison. Vous ne pouvez plus sortir. Il n'y a plus que la fenêtre. Si vous avez plus peur du vide que du feu, vous allez rester. Si vous avez plus peur du feu que du vide, vous allez sauter. Il y a une hiérarchie des peurs en nous. Donc, si j'ai plus peur de souffrir que de remettre en cause le mensonge, eh ben, je vais avancer. Si j'ai plus peur de remettre en cause le mensonge, je vais rester. Donc, c'est un degré de souffrance qui va finalement me mettre en mouvement. À moins que je rencontre quelqu'un qui me parle de ça et que je modifie ma visée. Ça veut dire quoi? Depuis tout à l'heure, on parle de peur. Vous savez que nous vivons dans la dualité. Vous connaissez ça? La dualité, c'est un bâton. Je n'ai pas de bâton là. Je vous fais un bâton. Voilà, je vous fais un bâton. La dualité, il y a le haut, le bas, le chaud, le froid. Là, il y a la peur. Qu'est-ce qu'il y a ici? La sécurité? Non. L'amour. Bravo. L'amour. Quand vous changez, soit vous changez par amour, soit vous changez par peur. Regardez votre vie, regardez toutes les fois où vous avez changé quelque chose dans votre vie. Soit vous avez changé par amour, soit vous changez par peur. Alors, ce qu'on note, c'est que l'amour et la peur sont 2 émotions. Toutes les émotions positives sont du côté de l'amour, contentement, satisfaction, joie. Toutes les émotions négatives, colère, tristesse, tout ça, sont du côté de la peur. Vous rencontrez vos amis ou une de vos amies que vous connaissez bien, et puis vous la trouvez totalement transformée, transfigurée. Et vous dites, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, elle va dire, dis donc, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai suivi une méthode incroyable. Ça m'a transformé. C'est réellement ça. Enfin, ouvrir Lifesten, c'est ça. C'est même pas transformer, j'aurais envie de dire transmuter. J'ai l'impression d'avoir changé d'être. C'est ça.
C'est une transfiguration. Changer de vibration, enfin le monde, et je vois le monde complètement différemment, alors que je suis pareil, je me regarde dans la glace, il est le même Hakim, quoi, en fait, mais avec un avec une personne où on sent qu'on peut tout de suite, si tu veux, enfin, ne pas attendre, et même dans les cas où la personne est prête, on va même pouvoir Alors, attendez, parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent. la typique explication, histoire, etc., que les gens sont parfois habitués à faire chez le thérapeute. Parfois, on va gentiment, évidemment, mais écourter ça parce qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'un long temps d'explication. Maintenant, si ce dont tu parles, dans l'impossibilité de ce temps d'expression, eh bien, parce que c'est une séance mensuelle qu'on va ne pas lui donner. Mais après, comme on dit, Hakim, Oui. tu sais ce qui se passe? Bah, je crois qu'en fait, elle parlait toute seule, mais elle ne se rendait pas compte. Ah, elle parlait avec son micro. Oui. D'accord. Avec son micro ouvert, pardon. Donc, je te laisse finir et après, je vais te poser des questions qui… D'accord. Donc, je finis juste avec ça. Juste avec une… Joyance, amusement, partage. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu le film quand Harry rencontre Sally? Ça vous dit quelque chose? C'est un film assez vieux maintenant. Il y a une scène géniale où la femme dit au mec, mais tu sais, les femmes, elles simulent. Et ils sont à la terrasse d'un café dehors. Et l'autre, tu dis, bah non, je sais bien, quand je fais l'amour, que… Elle dit, mais si, t'en sais rien du tout. Et elle dit, tiens, regarde. Et devant tout le monde et devant lui qui ne sait plus où se mettre, elle simule un orgasme à la table du café comme ça. Et il y a le serveur qui arrivait à la table d'à côté qui s'arrête et tout le monde regarde en train de… Et puis elle finit. Et puis là, tout le monde revient un peu à la vie. Et le serveur s'adresse à la femme à côté et le serveur lui dit, qu'est-ce que vous prenez, madame? Et elle lui dit, la même chose que madame. Et ça, eh bien, c'est ce qui amène le maximum de personnes à venir faire une libération des peurs avec la méthode Charbonnier. Parce qu'ils voient la transfiguration. Ce qui fait que là, il va y avoir un changement par l'amour et pas par la peur. C'est les deux moyens, où j'en ai ras-le-bol de souffrir et puis j'y vais, ou il y a un espoir qui naît en moi parce que je vois l'effet que ça a eu sur quelqu'un d'autre. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie là? Il y a quoi qui a changé? J'ai lu Festen. Nadine, elle m'a donné un livre, j'ai ouvert la page, j'ai pleuré pendant 4 heures. Après, j'ai rouvert le livre le lendemain en me disant, attention quand même, j'ai pleuré toute la journée. Et voilà, c'était fait. Là, j'avais grandi beaucoup avec le faut pas pleurer, les émotions, tu les sors pas. Le papa, quoi. Enfin, faut pas pleurer, bon. Faut être dur. Tu seras un homme, mon fils. On peut passer aux questions, André, ou tu voulais ajouter un petit peu? Non, allons-y. Après, si tu veux rajouter J'ai déjà beaucoup parlé. Alors, Émilie qui nous demande comment… Je prends les questions dans l'ordre des dernières et après au début. Comment se rattraper lorsqu'on a déjà paru pas amour ou pas sécurité dans l'univers de nos enfants? Eh bien, dans la cérémonie de libération, c'est-à-dire dans la méthode de Charbonnier, il y a un moment donné, il y a une cérémonie de libération. Il y a un processus où on va construire pendant plusieurs séances, en moyenne 6 séances, on va construire un acte de libération. Et dans cette cérémonie, cet acte de libération, on peut libérer ses enfants. Néanmoins, on en libérera une partie, mais vous savez, une des lois de l'univers, c'est chacun est responsable des résultats qu'il obtient. Les enfants devront à leur tour se libérer. Émilie, tu veux prendre la parole peut-être? Bonsoir. Ben non, enfin, c'est très clair pour moi. Juste merci beaucoup. Top. Merci de votre merci.
Il y a une question bizarre. Et quand on sait depuis longtemps que maman n'est pas amour et papa n'est pas sécurité, qu'il n'y a rien qui bouge, qu'est-ce que c'est? Et qu'il n'y a rien qui, pardon? Euh, pardon, et quand on sait depuis longtemps que maman n'est pas amour et papa n'est pas sécurité, qu'il n'y a rien qui bouge, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la vie. C'est la vie normale. Moi, de toute façon, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait totalement maman égale amour, papa égale sécurité. Je ne l'ai jamais vu. J'ai vu bon nombre de personnes qui m'ont dit « mais moi, ça va. Moi, non, c'est bon, j'ai une enfance. Voilà. » Dans ces cas-là, quand les gens me disent ça, je n'ai rien à dire, qu'on est dans des relations comme ça. Mais si c'est quelqu'un qui est dans mon cabinet et qui vient me voir et qui me dit ça, il va me dire ça pendant un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il dit « ah ouais, non, effectivement. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. » Non, c'est... Donc, d'une part, moi, j'ai jamais vu quelqu'un grandir dans l'amour et la sécurité parfaite. Je pense au contraire que nous sommes tous nés dans des nids de souffrance, tous. C'est comme ça. Et il faut faire avec. Et d'autre part, savoir ne suffit pas. Que je le sache ou que je ne le sache pas, ça ne change rien. Si savoir suffisait, regardez, tous les fumeurs arrêteraient de fumer. Hein. Oui, je t'entends plus là. Tu n'as plus ton micro, Hakim. Oui, pardon. Alors, Maud Sophie qui nous demande, elle est grand-mère d'un bébé, et est-ce qu'un bébé qui a été retiré à sa mère plusieurs heures pour raison de santé peut avoir vécu l'abandon? Comment le guérir avant que cela ne ressurgisse dans sa vie? Alors, c'est fait, ça y est, il l'a inscrit. Même, on le voit ça dans les accompagnants connaissent ça par cœur. Ça se voit de moins en moins avec l'évolution un peu, mais tous les enfants qui ont été mis en couveuse sont des enfants abandonniques. Tous. Donc, il a inscrit ça en lui, il faudra que lui fasse quelque chose. On peut, encore une fois, la mère peut le libérer, on peut en parler, on peut... Mettre des mots va déjà aider. Le truc le pire que notre société connaisse, c'est le non-dit. Ça, voilà, je vous renvoie à Françoise Dolto qui a identifié ça bien longtemps avant moi. La pire chose qu'on puisse faire, c'est de ne pas dire. Il vaut mieux dire quelque chose d'horrible et faire du mal que taire quelque chose d'horrible pour penser préserver. Le mal sera bien plus important si on se tait. Donc, il faut dire les choses. Et mon ami Bruno Clavier, qui travaille sur le transgénérationnel, guérit des autistes, des enfants autistes, juste en remettant de l'information, de la parole. Bon, je vous passe les détails parce que ça a à voir avec le transgénérationnel, là, mais c'est impressionnant. Tu as capté, il y a quelqu'un qui nous demandait pour le spectre autistique et tu as répondu au moment où tu es connecté. C'est quoi ton fournisseur Internet? Je rigole. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, peut-on dire que tout le monde s'est construit sur des mensonges? Oui, c'est ce que je vous disais. Je connais personnellement, peut-être ça peut exister que je ne le connaisse pas, mais avec les milliers de personnes que j'ai rencontrées, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas de mensonge. Et là, je ne parle que des clients, mais quand je suis avec des relations dans la rue ou en société, moi, les mensonges, je les vois comme le nez au milieu de la figure. Je ne sais pas comment dire, c'est une seconde nature chez moi de voir ça. Vous pouvez couper les micros. Monia, ça fait déjà 2 fois. Et Zéo aussi, s'il vous plaît. Surtout si vous parlez, vous écoutez la musique autour. Par rapport à l'abandon. Oui. Et est-ce que tu peux parler de l'abandon, du coup, un peu plus? Parce que visiblement, il y a beaucoup de questions là-dessus. Il y a une autre question. Les enfants non désirés aussi, par exemple. Moi, je sais que c'était un peu mon cas. Alors,
Théour, s'il te plaît, peux-tu arrêter ton micro? Bah, comme j'ai nommé André animateur, je ne peux plus muter les gens. Ah, c'est Zéour. Oui. Zéour, coupez le son. Voilà. Merci. Que la parole soit faite. D'un seul coup, je me sens super important. Là. Alors, on va parler de non désiré. Et ça va être le plus rapide. Un enfant non désiré est forcément un enfant qui va inscrire un mensonge. Je n'ai pas le droit d'être là. Il faut juste dire que les mensonges se construisent de façon, on pourrait dire, pré-mentale. C'est-à-dire qu'on construit les mensonges même avant de savoir parler. C'est énergétique. Voilà, un enfant qui n'a pas été désiré va inscrire un mensonge. Un enfant qui est violenté dans le corps de sa mère va inscrire un mensonge. Voilà, va inscrire un traumatisme tout le temps. Je peux parler simple juste. Moi, donc, oui. Après, j'ai eu des images en fait de mon père qui fait le ventre de ma mère en fait parce que je n'étais pas forcément désiré. Si on peut approfondir un peu. Alors, il y a quelque chose à rendre, puisque le principe de la cérémonie de libération, la méthode que j'ai mise au point, c'est de rendre à César ce qui appartient à César. Si je reprends l'exemple de la mère qui crie sur le bébé, c'est le jour de sa cérémonie, la personne a dit, mais en fait, moi, j'y suis pour rien, quoi. Je me suis accusé, mais c'est toi qui étais méchante avec moi. Donc, ta méchanceté, je te la rends. Si c'est vraiment un cas de méchanceté, je ne vais pas faire... Mais il s'agit de rendre aux parents ce qu'on leur a pris. En fait, je prends, quand je m'accuse, quand je fais un mensonge, je me rends responsable. Je rends la responsabilité. C'est ça le truc. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il reste quand même une trace énergétique. C'est-à-dire que... Déo, s'il te plaît, ça fait 3 fois qu'on te le dit, c'est pénible. Si tu es respectueuse de tout le monde, on te l'a déjà écrit, on te l'a déjà dit 3 fois, André te l'a demandé aussi. Si tu veux prendre la parole, tu prends la parole, mais ne mets pas ton micro pour qu'on entende tout ce qui se passe autour de toi. Merci. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais notre vie repose sur 3 piliers. On a un pilier énergétique, un pilier physiologique, un pilier mental. Le pilier mental, c'est ce dont on est en train de parler. Mais le pilier énergétique, il est important. Le pilier physiologique, c'est tout ce qui est notre nourriture, tout ce qu'on fait avec, voilà, généralement notre nourriture, on va dire, pour faire court. Le pilier énergétique, c'est tout ce qui est les corps énergétiques, si vous connaissez ça, les chakras, les choses comme ça. Et quand je subis un traumatisme, ça va avoir un effet sur mes corps d'énergie ou sur mes circuits énergétiques, sur mes chakras, sur mes nadis, qu'on appelle les canaux énergétiques. Il est utile d'aller se faire remettre le corps d'énergie en place après, parce que ça a pris des coups. Voilà. Quand on prend un coup, il faut aller... si vous vous êtes froissé un muscle, vous allez faire un massage, c'est tout bête. Hein. Là, c'est un peu la même chose. Mais la base, tant que je n'aurai pas libéré le pilier mental, ça ne servira à rien que j'aille faire autre chose. Donc, si j'ai été non désiré, il faut que je libère ça d'abord. Si j'ai été non désiré, si j'ai été... pareil, si j'ai eu un jumeau, vous savez, c'est quelque chose qu'on ignore, mais les grossesses gémellaires, il y a près de 50% des grossesses qui sont gémellaires. Et il y a un des œufs qui s'en va. Eh bien, ça cause un traumatisme. On le repère, les accompagnants savent très bien repérer ça. Il y a quelque chose à guérir au niveau mental et il faudra peut-être aller guérir au niveau énergétique. Donc, voilà, il ne faut pas oublier les deux niveaux.
C'est bon pour... oui. Le mauvais sexe, tu sais, quand... Mauvais sexe. Mauvais sexe, merci Nadine. C'est-à-dire que je suis un garçon, on attendait une fille, ou je suis une fille, on attendait un garçon. Pareil, il faut guérir ça. Et ça, on va le repérer rapidement aussi. Les accompagnants savent repérer ça. Parce que tous nos mensonges, tous nos traumatismes laissent des traces. Et les accompagnants sont formés comme un chasseur est formé à suivre les traces, à repérer les traces. Même si l'animal n'est pas là, il peut dire, je ne sais pas, moi, il y a un sanglier qui est passé là il y a 2 jours. Eh bien, un accompagnant, il est capable de dire, voilà, il y a un mauvais sexe qui a laissé des traces en vous. Vous n'étiez pas attendu sous ce sexe-là. Il faut le guérir. Et il faut donc rendre aux parents. C'est la même chose. Moi, j'y suis pour rien. Je suis une fille, j'y suis pour rien si je suis un garçon. Pourquoi tu m'as accusé de ça? Je te rends ça. C'est bon pour ce versant-là? On passe à l'abandon. L'abandon, c'est un des traumatismes les pires qui puissent exister parce qu'on est là aux frontières de la mort. Puisque l'abandon, en tant qu'émotion, nous donne un message, comme toutes les émotions. Toutes les émotions nous donnent des messages. Et le message spécifique que l'abandon me donne, c'est « tu es en train de perdre l'amour ou de perdre la sécurité ». Ou l'un et l'autre. Ça veut dire, l'abandon me dit « tu es en train de mourir ». Alors évidemment, ce n'est pas le même message que l'agacement. L'agacement, il y a quelqu'un qui est en train de m'envahir. Ce n'est pas pareil. Hein. Là, c'est « je suis en train de mourir ». Or, ce qui est intéressant avec l'abandon, c'est que si vous avez vécu l'abandon étant enfant, vous allez l'inscrire en vous et il va sans arrêt émettre et faire des échos. Par exemple, je ne sais pas moi, vous avez rendez-vous avec un de vos amis, au dernier moment, il annule le rendez-vous. Vous vous sentez mal, complètement mal, d'un seul coup, ça ne va plus. Vous vous sentez abandonné. Je ne sais pas, moi, vous vivez seul depuis longtemps, et puis votre mère vient vous voir, elle reste quelques jours, et puis vous adorez votre mère, et quand elle s'en va, bizarrement, vous vous sentez abandonné. Eh bien, comprenez-vous que, en vérité, dans la réalité, ce n'est pas possible de ressentir de l'abandon. Ce n'est pas parce que quelqu'un annule un rendez-vous que vous êtes abandonné. Ce n'est pas parce que votre mère rentre chez elle que vous êtes abandonné. Non, mais c'est un écho, c'est-à-dire ça ressemble. Ou, si on le dit de façon plus savante, un peu comme le dirait André Charbonnier, c'est un symbole. Le rendez-vous manqué est le symbole de l'abandon que vous avez vécu étant petit. Donc, si vous avez des symptômes comme ça, si vous avez des montées d'abandon, vous êtes sûr que vous êtes un enfant abandonnique, enfin que vous étiez un enfant abandonnique. Eh bien, il faut le guérir. Il faut le guérir en rendant à vos parents. Donc, tout ce qui est couveuse, placement, quand je dis placement, évidemment, si on a retiré l'enfant pour le mettre à l'assistance publique, à la DAS, vous savez, un truc comme ça, abandon. L'enfant confié à ses grands-parents, abandon. L'enfant, vous savez, qui est confié à ses grands-parents pratiquement à la naissance, quoi. À peine sevré, pouf, il est confié aux grands-parents. Parce que papa et maman, ils travaillent trop. C'est le cas typique, c'est les 2 parents qui sont commerçants, ils ne peuvent pas le confier aux grands-parents. Puis ils voient le bébé une fois par semaine, une fois. Abandon. Quand les parents récupèrent le bébé, re-abandon, parce que ce coup-là, ils sont abandonnés par les grands-parents. Donc là, tu as un double abandon à gérer. Voilà, tous les cas de séparation qui n'ont pas été préparés, qui se sont faits trop tôt, vont déclencher un abandonnisme. Il y a une guérison à faire. Ça se guérit, hein.
Est-ce que, André, du coup, si on passe par la parole avant de, je sais pas, une mère qui laisse son enfant, par exemple, aux grands-parents ou autre, le fait de lui expliquer, est-ce que ça chante la création de cette peur ou de ce mensonge? Bien sûr, ça va changer. C'est toujours le. Si vous regardez, je vous invite à regarder tous les films que vous voyez, les drames, les films drames, ou les livres que vous lisez qui sont des drames, et essayez de repérer le ressort du drame. Qu'est-ce qui fait que la situation va devenir dramatique? Qu'est-ce qui fait que ça va devenir pas cool? Eh bien, vous verrez, c'est toujours un non-dit. Et à un moment donné, quelqu'un aurait dû dire quelque chose, il ne le dit pas, et ça va partir en sucette. Le non-dit, c'est vraiment la pire des choses. Si la mère dit à son enfant, écoute, je t'aime plus que tout, et je veux vraiment te garder avec moi, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il se passe ça, ça et ça. Et je l'explique au bébé. Encore une fois, Dolto, elle a expliqué ça dans lisez Le bébé est une personne, vous comprendrez tout ça. On parle au bébé, ils comprennent, même si ce n'est pas parlé. Je ne vous expliquerai pas comment aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps de ça, mais vraiment, il comprend. Donc, si la maman, elle lui dit, voilà, il se passe ça dans ma vie, j'ai plus d'endroit où vivre, je ne peux plus te garder avec moi parce que sinon je vais te mettre en danger, je t'aime plus que tout, je vais te mettre chez tes grands-parents et tu verras, il te suffira de penser à moi parce qu'en fait je serai toujours là, parce que tu es toujours dans mon cœur et je suis toujours dans ton cœur. Sache-le, on s'aime et ce lien, personne ne peut nous l'enlever, personne au monde. Ça ne va pas être facile dans la réalité, mais au niveau symbolique, ça va aller beaucoup mieux. Or, tous les mensonges se créent au niveau symbolique, jamais dans la réalité. J'ai répondu? Remets ton son, Hakim. Ah oui, pardon. Il y a des questions sur l'abus sexuel des enfants. Ouais. La question, c'est laquelle? Il y a écrit « Et sur l'abus sexuel des bébés, enfants, point d'interrogation ». Alors, évidemment, c'est un traumatisme très, très important, doublement parce qu'il va être à la fois psychologique, c'est-à-dire au niveau symbolique, et au niveau réel. Parfois, c'est qu'au niveau symbolique, mais franchement, c'est pas mieux. Même des fois, c'est pire. C'est-à-dire que quand quelqu'un a eu des gestes envers lui, il peut au moins se raccrocher à ça, je sais ce que j'ai subi. Alors que quand il n'y a pas eu de gestes, que quand il y a eu des intentions, le bébé ne sait pas bien ce qui arrive. Mais quoi qu'il en soit, c'est un fléau. Et pour ce qui concerne la France, 60% des personnes, c'est-à-dire que là, je ne sais pas combien il y a de personnes en ligne, eh bien, selon la moyenne, il y en a 60% qui ont eu affaire avec l'inceste, avec les abus sexuels. 60%. C'est énorme, 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 énorme. Et ça laisse des traces complètement dingues. Alors ça aussi, les accompagnants sont formés, Nadine pourrait vous expliquer ça, on va trouver des symboles, notamment des phobies, hein. La phobie des serpents, la phobie des guêpes, la phobie des rats, la phobie des piqûres, la phobie des couteaux. Tout ça signale, tout ça, ce sont des traces d'inceste, d'abus sexuels. C'est-à-dire qu'on a évolué avec ça. Maintenant, beaucoup de psychologues admettent, disent que de toute façon, quand on a abusé un enfant, c'est de l'inceste. Même si c'est un étranger, ça revient à ça. Donc ça, alors il faut le guérir au niveau symbolique, c'est-à-dire qu'il faut rendre au violeur.
va falloir le guérir au niveau énergétique et, si possible, le guérir au niveau réel aussi. S'il y a quelque chose, s'il y a un sentiment qui est partagé par tous, ici, regardez à l'intérieur de vous, c'est le sentiment d'injustice. C'est valable jusqu'à quel âge ces traumas, ces empreintes, quand on parle de bébé, de petite enfance? Est-ce qu'il y a un seuil ou pas? Non, il n'y a pas de seuil. Simplement, c'est que notre structure mentale se forme et se fige en quelque sorte vers l'âge de 2 ans. Mais ça n'empêche pas qu'après, si je subis un traumatisme à 5 ans, il va s'inscrire. Si j'en subis à 13 ans, il va s'inscrire. Voilà. Mais on sait qu'il y a des seuils dans la structuration de l'enfant. Il y a 2 ans, il y a le stade de l'Oedipe qui peut varier de 2 ans et demi à 6 ans. Ça dépend. Et puis après, il y a la puberté. Ça, c'est des stades. Et selon comment on va être, quand on va franchir ces stades, selon ce qui s'est passé pour nous, ça va se figer dans une forme ou dans une autre. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de règle, il faut l'identifier. C'est-à-dire qu'en fait, je vous parle de généralité, mais il faut vous dire que les généralités n'existent pas. Il n'y a que vous. Il n'y a que votre situation qui compte. Parce qu'il n'y a que des cas particuliers. Donc, on connaît des lois, on connaît la loi du vivant, et elle s'applique à tous, mais après, les configurations sont infinies. Comme nous sommes uniques. Voilà. Il n'y a jamais eu, il n'y a pas, il n'y aura jamais 2 êtres humains identiques. Jamais. Je peux reprendre, je peux poser une question parce que c'était moi qui avais posé la question sur l'abus sexuel par rapport à ta réponse, André. Oui, vas-y. J'ai fait le Festen il y a 4 ans maintenant, hein, Nadine, c'est ça, hein, 4-5 ans. Et en faisant comment on appelle ça? J'étais avec Bruno Clavier par rapport au petit qui est avec nous, là, le dernier de 15 mois. Et donc, en répondant à ces questions, il me dit, mais les abus sexuels que vous avez vécus, vous les avez vécus bien avant par rapport à ce que j'avais comme flash où je me vois tout bébé, où mon sexe, il devient un sexe d'homme, le serpent qui rentre sa langue dans ma bouche. Je faisais plein de rêves comme ça. Et là, à ce moment-là qu'on parle de ça, j'ai le petit qui réagit fortement. Il commence à tousser. Et il me dit quelque chose à aller revoir qui restait encore dans le corps et qui a été transmis à votre enfant là. Oui. Et du coup, on l'avait quand même travaillé ça sur le Festen. Oui. Donc, mais ce que tu disais, le fait de rendre à celui qui l'a fait quand on ne sait pas qui c'est. Alors, c'est plus compliqué, mais on peut le symboliser quand même. On peut symboliser avec, parfois, certains mettent juste un morceau de papier où il y a écrit « le violeur ». Et je rends à cette entité que j'ignore, mais que j'ai moi personnalisée par ça. Ça peut aussi se faire. Alors, je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails, mais il faut savoir que quand on fait son festen, quand on fait sa cérémonie, on va libérer un maximum de peur. On va transmuter, pour reprendre l'expression judicieuse d'Hakim, on va transmuter de la peur en amour. Et c'est un peu comme, vous voyez, un barrage hydroélectrique qui explose et il y a une grosse quantité. Mais en fait, on a fouillé, on a étudié jusqu'à une certaine profondeur à laquelle on accédait. Et il n'est pas rare que après le festen, 1 mois, 2 mois, parfois 1 an après, les gens accèdent à quelque chose de nouveau. Moi, régulièrement, j'ai vu des anciens clients qui revenaient me voir en disant « il m'est arrivé un truc, j'ai fait un rêve ou j'ai des images qui me viennent ». Et on identifie à ce moment-là
un inceste, par exemple, qui n'avait pas été identifié à l'origine parce qu'il n'y avait pas les traces, elles étaient enfouies trop profondément. Eh bien, on va refaire un festin. On peut aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on a fait une fois le festin, les choses peuvent se libérer. Je dis peuvent, parce que c'est pareil, je ne veux pas donner de règles, ça dépend de chacun, mais peuvent se libérer beaucoup plus simplement. C'est-à-dire que moi, j'ai fait je pourrais dire des mini-hypnoses. Une séance d'hypnose on peut faire un festin sous hypnose, et ça fonctionne. Mais concernant ton bébé, il peut aussi y avoir, j'imagine que tu en as parlé avec Bruno, il peut y avoir du transgénérationnel. Oui, bah c'est ça, c'est la transgénérationnelle. Bah, oui, c'est-à-dire que comme tu as guéri, tu es devenue plus claire, en quelque sorte plus transparente, et ce qui était, comme tu étais trop opaque, toi, à cause de tes propres mensonges, tu ne pouvais pas le voir, mais maintenant que tu t'es clarifié, on peut voir quelque chose qui te traverse qu'on ne pouvait pas voir avant. Et ça te traverse plus facilement, comme ça te traverse plus facilement, ça te touche plus facilement ton enfant. Donc, il faut nettoyer l'enfant, il faut te nettoyer toi, puis il faut nettoyer la généalogie, la lignée. Et ben ça, c'est pareil, c'est un travail qui se fait. Alors, Bruno le fait d'une certaine façon, parce que Bruno a des compétences particulières. Les accompagnants le font aussi en fonction de la situation, de leurs propres compétences, de leurs propres. Voilà. Ça peut se faire de différentes façons. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas s'occuper de moi pour ça, qu'il s'occupait que des enfants et de voir avec le MDR. Alors, tu peux faire le MDR, tu peux aussi travailler avec la kinésio, tu peux faire une hypnose avec Nadine, par exemple, avec la technique que j'appelle la technique de la scène de théâtre, où tu vas convoquer sur la scène de théâtre en état d'hypnose la lignée, ce qu'on appelle les fantômes transgénérationnels. Et tu vas les voir. Ok. D'accord. Merci pour ta réponse, André. Je t'en prie. Je suis désolé pour les autres, j'étais un petit peu technique, là, on va parler un peu boutique. Mais... Une question, comment tu fais quand c'est un peu à l'écho un peu de toi, de ta situation, où finalement tu sentais que quelque part ton père n'était pas ton père. Moi, j'ai des images assez violentes dans la tête où je vois mon père qui bat ma mère en fait pendant qu'elle était enceinte de moi. Mais quand tu vas déjà c'est délicat d'aller poser les questions. Hein, et derrière, la réponse, c'est non, il ne s'est jamais passé, je n'ai jamais touché, jamais levé la main sur elle, alors qu'on sait qu'il l'a fait plus jeune aussi. Mais comment tu fais du coup pour aller à obtenir quelque part parce que moi, sur mon intuition, quand même, les images paraissent chères, je sais les constructions mentales et je sais voir les flashs qui sont assez réels pour le futur. Alors, ce qui se passe là, c'est que tu cherches une preuve. Oui, quelque part. Enfin, moi je suis convaincu quelque part, mais comme c'est pas là, en fait, on se dit, est-ce que je suis fou? Est-ce que c'est ma tête? Est-ce que c'est mes rêves? Il y a un proverbe de spiritualité qui dit « Qui cherche la preuve trouve l'épreuve ». Tu l'as vécu, tu l'as vécu. Et ta vérité, c'est ce que tu as vécu. Mais ce n'est pas ce que tu as vécu forcément en vérité. Mais toi, tu l'as vécu. J'ai travaillé avant comme éducateur spécialisé et j'ai travaillé avec des fratries. Surtout à l'époque où il y avait encore des familles nombreuses, moi, quand je travaillais comme éduc. Et tu avais une famille de 5 enfants et tu parlais, par exemple, de la mère individuellement avec les enfants. Tu rencontrais les enfants individuellement. Je peux te dire, tu avais 5 mères. Et si tu ne sais pas que c'est la même, tu ne le crois pas. Tu as affaire à 5 personnes différentes. N'empêche que chacun des enfants est en train de parler de sa vérité. Donc, à chaque fois, quand tu vas te libérer de tes peurs. Donc, tu vas te libérer de ce que tu as vécu, donc de la façon dont tu l'as inscrit. Il y a certaines personnes qui font leur cérémonie devant leurs parents. Au début, d'ailleurs, ça se faisait que comme ça, parce que je n'avais pas encore trouvé les symboles.
Et moi, je me souviens, il y a des clients qui me racontaient, les parents, après la cérémonie, ils étaient le cul par terre en disant mais nous, on voulait que ton bien. Mais si on avait su qu'on te faisait mal comme ça, mais c'est pas possible qu'on ait fait ça. Ben oui. Eux, ils n'en avaient pas conscience, mais l'enfant l'a inscrit comme une grande douleur. Donc, la vérité, elle compte pas. La vérité, elle n'existe pas. Hein, c'est le proverbe africain. Il y a ta vérité, il y a ma vérité, il y a la vérité. Il n'y a que ma vérité qui compte. Ta vérité, j'en ai rien à faire. Elle m'avance à rien. Ce dont je me libérais, c'est de ma vérité. Or, c'est quoi ma vérité? Ben maintenant, on le sait, ma vérité, c'est mes mensonges. C'est inversé. Qu'est-ce que c'est que la cérémonie de libération? C'est j'inverse l'inversion. Je me remets à l'endroit. Donc, c'est bien de moi qu'il s'agit et que de moi. Donc, il ne s'agit pas de chercher la preuve. Il n'y a pas de preuve. On s'en fout des preuves. Capter, on dit toujours s'il y a un endroit, c'est qu'il y a un envers. Il y avait une question sur les mémoires. Merci André. Il y avait une question sur les mémoires cellulaires. Je vais la reprendre parce qu'elle l'a posée 2 fois. C'est vrai qu'elle est intéressante. Désolé, on n'a pas le temps forcément de tout lire. Est-ce qu'il existe un lien entre papa égale sécurité, maman égale amour et la mémoire cellulaire pour la transmission des peurs? Dans le sens, est-ce que les peurs de nos parents sont obligatoirement se retrouver en nous? De Émilie Schorp. Oui. Oui, c'est généralement, alors, il faut que ça soit quand même marquant, avéré. Une mère qui, on va dire, qui a peur que son enfant ait froid, mais juste qu'il va le couvrir, mais qu'on ne fait pas des tonnes, ça ne va pas marquer l'enfant, puisque l'enfant, lui, va l'inscrire comme une marque d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il n'y a pas de dégâts. Par contre, moi, j'ai vu des situations où l'enfant, il n'avait pas le droit de sortir, de faire 3 mètres, parce qu'il allait se faire écraser par une voiture, parce que... On parle de ma mère. C'était infernal, quoi. Ben là, à ce moment-là, effectivement, tu prends les peurs de tes parents, parce que dans maman égale amour, papa égale sécurité, tu es obligé de te dire maman a raison, papa a raison aussi. Ça va avec. Donc, si maman dit qu'il ne faut pas traverser la rue, ben, c'est qu'il ne faut pas traverser la rue. Donc, il va falloir que je me libère de ça. Mais ça ne m'appartient pas. Ça appartient à ma mère. Donc, voilà, quand il y a des peurs, il y a des chapitres dédiés à ça, vous les trouverez dans le livre Festen mode d'emploi, sur les peurs des parents directement à rendre aux parents. Ça va s'inscrire, oui. Et après, évidemment, puisque la personne utilise le mot, l'inscription cellulaire, il faudra toujours voir après, au niveau énergétique, s'il y a encore un impact à nettoyer, s'il y a des... Mais bon, moi, je connais personne qui n'ait pas été impacté au niveau énergétique. Ça, c'est pareil. Hein. C'est comme dire, j'ai plongé dans la piscine et je suis ressorti, je n'étais pas mouillé, quoi, si tu veux. Il s'est passé quelque chose. J'adore la simplicité avec laquelle tu expliques les choses. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vais remonter le fil de la conversation. Du coup, moi, je voulais te parler un peu de comment j'avais utilisé un peu le Festen, de juste le bouquin, en fait, avant de commencer l'accompagnement de Nadine. En fait, j'ai remarqué que quand je commençais, quand il y avait une phrase qui tiltait un peu dans mon corps, genre des frissons, des bâillements, je m'amusais à la répéter 5, 6, 7, 10 fois, 50 fois, et ça lâchait, mais comme jamais derrière. C'est quelque chose que tu as un peu expérimenté. Il y a différentes manières d'exprimer ces libérations ou pas? Alors, encore une fois, il n'y a pas de personnes identiques. Et un des éléments à prendre en compte, c'est la sensibilité de la personne au subtil, aux énergies subtiles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ressentent le subtil très facilement.
Il y a des gens qui voient les auras des autres. J'ai été formé, enfin plutôt, mais je cherche le terme, bon, peu importe, j'ai été formé à une technique énergétique qui s'appelle la connexion divine, d'une Canadienne, je cherche son nom. Tu fais tourner l'énergie, tu crées un vortex dans l'univers, c'est un truc assez efficace, assez impressionnant. Et j'ai travaillé avec d'autres personnes comme ça. Eh bien, il y a des personnes, je travaille dessus immédiatement et disent oh là là, mais je ressens, ça bouge dans mon corps, ça bouge mon cœur, je sens. Moi, tu me fais de la connexion divine, je ressens rien du tout. Hein. Parce que je n'ai pas cette sensibilité-là aux énergies subtiles. Donc, en fonction de ta sensibilité, tu vas pouvoir être guidé ou non. C'est-à-dire, en fait, avoir un retour. Vous savez, comme les chanteurs qui ont un retour dans le casque, ils peuvent s'entendre chanter. Et là, c'est la même chose. Quand tu as un retour, eh ben, tu as des informations et du coup, tu peux te guider. Il y a aussi une technique de libération comme ça. C'est la technique monosyllabique. Je cherche Nadine, le mec qui a fait le dictionnaire de décodage biologique, là, qui a mis en ligne de façon gratuite. Jacques Martel. Jacques Martel. Eh bien, si vous regardez, il a intégré une technique de libération monosyllabique, c'est-à-dire en parlant syllabe par syllabe. Eh bien, il y en a pour qui ça marche super bien. Super bien. Et donc, voilà, là-dessus, il n'y a pas de règle. En fait, il n'y en a qu'une, c'est ce que j'ai coutume de dire et ce que j'ai toujours utilisé pour moi, c'est pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ça, mais moi, je m'en fiche royalement, quoi. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est est-ce que ça marche. Ça marche, je garde, ça ne marche pas, j'écarte. Il y a des gens pour qui l'hypnose, ça marche super bien, bah, c'est bon, vas-y. Il y a des gens pour qui ça sera l'EFT, le MDR, la kinésio, vas-y, fonce. Mais de mon expérience en tout cas, j'ai vu des gens qui avaient utilisé toutes ces techniques-là et qui venaient me voir après, ils avaient quand même besoin d'une libération par la cérémonie de libération, tout le temps. J'ai vu des gens, voilà, quand, je ne parle pas de la personne qui allait voir un acupuncteur une fois, hein. Je parle de gens qui ont 15 ans de psychanalyse, 2 ans de MDR, qui ont fait de l'hypnose, qui ont fait des trucs de la systémique, des constellations familiales. Il y a des gens comme ça qui sont vraiment investis dans leur changement personnel et qui ont vraiment, vraiment investi du temps, de l'énergie et de l'argent. Eh bien, ils arrivent, ils font l'entretien d'analyse et ils font « wow ». Et il y a quelque chose qui n'avait pas. Le Festen atteint des niveaux, on permet d'accéder à des niveaux incroyables. Incroyables. Moi, j'ai vraiment vécu ça comme si j'ai vraiment cette vision de l'humain des couches un peu comme les Hébreux parlent de l'arbre des séphirotes. On a 10 sphères et on est quelque part 10 couches. J'ai eu l'impression que c'est venu aller taper direct la couche 0 en fait. Et que du coup, d'ailleurs, tout découle et les changements sont en train encore plus d'arriver, quoi. J'ai vraiment vécu ça comme ça. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un côté, même si ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais il y a un côté magique dans le Festen. Il y a une vraie magie qui opère. Et souvent, comme tu en es la preuve, tous les accompagnants connaissent ça et beaucoup de clients connaissent ça. Ils commencent à se libérer avant la cérémonie de libération. Là, par exemple, elle m'a fait faire ma liste de reproches. Putain, j'étais en train de la faire à un café. J'avais conscience que de l'écrire, c'était mieux, mais bon, j'avais pas de stylo, tout ça, et ça venait comme ça. J'ai pris le téléphone et oh, Boudiou, pendant 1 heure, Clara, ma partenaire de business à côté d'elle, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui se passe là? Je fais ma liste de reproches. Et derrière, putain, juste le fait de l'envoyer, même pas d'avoir le dire aux parents. Enfin, je trouve ça puissant en fait là. J'avais jamais
penser à me prononcer des trucs comme je me libère, quoi. D'habitude, on est en colère, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? On se dit, on va aller courir, on va mettre des droites dans un truc, on va gueuler sur quelqu'un parce qu'on ne sait pas comment gérer, en fait. Et là, non, c'est juste, non, ok, bah, je me libère de ça, en fait. Et je m'autorise à vivre les émotions que je veux vivre. Et enfin, je n'avais jamais pensé à dire ce genre de phrase évidente et toute bête et qui fonctionnait. Oui, parce qu'elle repose sur des choses en fait que peu d'autres personnes ou peu d'autres techniques abordent. D'une part, c'est les peurs et d'autre part, c'est les mensonges. C'est vrai qu'on a parlé. T'en entends parler nulle part de ça. C'est pareil, le travail sur les émotions, tu verras partout, il faut maîtriser tes émotions. Ouais, je t'en avais des personnes qui disaient j'accueille mes émotions, je les accueille. Oui, tu as le facteur qui sonne chez toi. Tu ouvres la porte, tu accueilles le facteur. Et puis, tu dis quoi, assieds-toi, tu veux un café et puis, c'est ça. Si tu ne prends pas le courrier. Non, donc c'est ça. Et la méthode Charbonnier, c'est vraiment un travail avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Les émotions, on va les travailler comme pour ce qu'elles sont, des messages. Et une émotion te dit la vérité, et souvent la vérité de ton enfance, comme l'abandon. C'est tu as été abandonné. Voilà. Tu ressens de la peine, tu t'es senti trahi. Et on travaille avec les symboles, c'est pareil, personne ne travaille avec les symboles en même temps que les peurs, etc. Et du coup, ça fait quelque chose qui va modifier complètement notre structure juste par le fait d'appréhender la situation d'une façon nouvelle. Et rien que le fait de le dire, c'est-à-dire que l'accompagnant, il va vous dire, ben voilà, quand tu as vécu ça, tu t'es senti trahi. Et qu'est-ce que c'est que ton père qui te trahit? Eh bien, ton père qui te trahit, qu'est-ce que c'est qu'un traître? Et toi, tu n'as jamais pensé à ça. Toi, tu dis, un traître, c'est quelqu'un qui passe à l'ennemi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était ton ami et qui devient ton ennemi. Ça veut dire que ton père, là, ton corps, il est en train de te dire que ton père, qui devait être ton ami, ton allié, il est devenu ton ennemi. Et là, la personne, elle fait ouf. Eh bien, rien de... En psychanalyse, on dit réorganiser sa subjectivité. C'est un mot très savant, mais en fait, c'est d'un seul coup, je vois les choses autrement. Je ne les avais jamais vues comme ça. Paf, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, même avant qu'il y ait l'énergie de la cérémonie, parce que vous verrez, là, pour ceux qui choisiront de faire ce travail, la cérémonie, c'est une montée en énergie. C'est assez dingue. Hein. C'est impressionnant. Tu viens de me faire tilter sur ton nom, Charbonnier. Et le charbon, quand tu le transmutes, tu sais ce que ça donne en alchimie? Du diamant. Diamant. Complètement aligné, immobile et silencieux. Ce que j'appelle plus de peur, plus de mensonges, plus de distraction, plus de tout ça. Tu portes bien ton prénom, ton nom. Est-ce que j'ose poser une question? Osez. Je voulais savoir le sentiment d'injustice qui est confondu dans tous les domaines. Est-ce qu'il est plutôt lié au papa ou à la maman? Alors, vous avez raison, c'est un sentiment, mais je ne le détaillerai pas pareil, mais les sentiments, c'est comme les émotions. En fait, on a très peu d'émotions, on n'a que 4 émotions. Tout le reste, c'est des sentiments. Ces messages viennent des sentiments. Le sentiment d'injustice, il n'est pas rattaché à une personne. Il est rattaché à quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, qui est une balance. C'est la balance de la justice. C'est-à-dire que vous prenez 2 enfants. Vous avez des jumeaux. Et vous allez donner l'argent de poche à vos jumeaux. Ils ont été sages pareil, il n'y a aucune différence. Puis, à l'un, vous lui dites, tiens, voilà ton argent de poche, voilà 5 €. Et à l'autre, voilà ton argent de poche, voilà 10 €. Celui qui a 5 €, il dit, c'est pas juste. Et vous êtes d'accord avec lui, c'est pas juste. Oui? Oui, clairement. Clairement. Mais si je vous dis pourquoi c'est pas juste,
eh bien, vous êtes incapable de me répondre. Parce que dans la réalité, pourquoi je ne pourrais pas donner… Alors, vous pouvez me dire, ben parce que ce n'est pas équitable. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça soit équitable? Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Eh bien, c'est ça la justice. On a ce sentiment à l'intérieur de nous des choses qui sont justes, qui ne le sont pas. Et juste, il faut l'entendre aussi comme 2 et 2 égale 4. C'est juste. 2 et 2 égale 5, ce n'est pas juste. Et il y a un message plus profond, que je ne vais pas avoir le temps de développer, mais nous sommes liés à une loi qui s'appelle la loi symbolique. Et cette loi, c'est une loi non écrite. Et c'est elle qui régit les relations entre les gens. Et c'est ça qui fait, voilà, c'est ça qui fait que vous dites bonjour, au revoir, merci. C'est ça qui fait aussi que vous avez créé Maman égale amour, papa égale sécurité. Le message de l'injustice est la loi symbolique n'est pas respectée. C'est-à-dire que là, mon père ou ma mère ne respecte pas la loi symbolique. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que là, tu devrais m'amener de la sécurité, tu ne me l'amènes pas. Là, tu devrais m'amener de l'amour, tu ne me l'amènes pas. Ce n'est pas juste. Et c'est pour ça que l'injustice est un des sentiments qui nous fait le plus péter un câble, quoi. Clairement, ouais. Ah ben, mais on pourrait frapper, quoi, des fois. Quand on est victime d'injustice et qu'on est impuissant comme ça, c'est… c'est ça, c'est vraiment très profond. Ouais. Ah ouais. On le voit là en ce moment, enfin je ne sais pas si vous suivez les actualités, mais moi quand je vois 15 policiers complètement équipés, matraques, fusils, tout ça, et qui tapent sur quelqu'un à terre, alors c'est pas juste. Tu peux me dire tout ce que tu veux, me dire la loi, pas la loi, ne me raconte pas, c'est pas juste, je le sais. Okay. Donc c'est pas en lien avec les parents. Et qu'est-ce que tu fais du coup, André? Attends, je demande juste une seconde, je vais mettre un petit peu de lumière parce que là je vois que je commence à être dans le clair-obscur, je demande juste une seconde. Il y a une question qui, je ne sais pas si ça a été répondu sur est-ce que les libérations sont définitives? C'était pour moi la question? Oui, c'est moi qui ai posé la question, oui. Oui. Est-ce que les libérations sont définitives? Oui, quelque part, oui, parce que je sais pas, tout change tout le temps, mais quand même, c'est des choses qui sont inscrites depuis notre enfance. Est-ce qu'il y a une sorte de… ça revient pas, on peut retomber de nouveau dans le même schéma? Alors, non, et pourtant. C'est-à-dire que ce qui est changé est changé. C'est vraiment, c'est ce que les accompagnants connaissent bien maintenant comme la marque du Festen. Rien n'est changé. Et pourtant, tout est changé. Tout. Et puis c'est comme ça, quoi. Et ça ne reviendra pas. C'est un peu comme, vous savez, ces dessins où il y a deux choses à voir, on n'en voit qu'une. On voit la vieille femme et pas la jeune. Puis d'un seul coup, on voit la jeune, on ne pourra plus ne plus la voir. Ça y est, c'est modifié. Cependant, les peurs, comme je vous l'ai dit, s'inscrivent sur des profondeurs diverses. Et on fait exploser le barrage, et là, les grosses peurs vont partir. Donc, moi, je vais prendre mon exemple. C'est l'abandon. J'étais un enfant abandonnique, donc l'abandon, ça me connaissait. Et alors moi, évidemment, ma situation est un petit peu particulière parce que moi, je n'ai pas eu d'accompagnant Festen. Hein. Mon Festen, je l'ai fait une fois, mais j'ai fait qu'une peur. Les autres, j'ai dû les faire un petit peu différemment. Mais j'ai refait, en tout, j'ai fait 3 Festen quand même, parce qu'après, je l'ai refait de façon pensée. Et l'abandon, je l'ai libéré. Et pourtant, je me suis rendu compte qu'après, il y avait des symboles d'abandon qui me faisaient encore… Donc, j'ai compris que j'avais encore des traces. Et c'est un peu comme s'il y avait vous savez, il y a les racines, puis il y a ce qu'on appelle les radicelles, les toutes petites racines. Mais il y a des petites radicelles qui restent. Et donc, j'ai mis au point une technique qui permet
de libérer les peurs qui restent après. Parce qu'en fait, comme je le dis, c'est entre vous et le bonheur, il n'y a que des peurs. Mais on pourrait le dire de façon plus spirituelle, de façon plus profonde, entre nous et le Bouddha, ou entre nous et Christ, vous savez, entre nous et l'éveillé, il n'y a que des peurs. C'est que des peurs. Donc si je ne suis pas encore éveillé, puis moi je ne suis pas encore éveillé, il y a encore des peurs. Ceci étant, je vous le fais dans l'autre sens, moi j'ai rencontré des soi-disant éveillés, et je peux te dire qu'ils étaient encore pleins de peurs. Hein. Donc il y a une technique pour libérer les peurs au fur et à mesure. Et moi j'ai fait ça, j'ai travaillé sur l'abandon, travaillé, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai eu un symbole d'abandon, et puis ça ne m'a plus rien fait. J'ai répondu à votre question? Oui, merci. C'est-à-dire qu'il y a les ramifications quelque part et on doit continuer à chercher s'il y a quelque chose d'autre qui surgit après avoir nettoyé un peur. En fait, vous le verrez parce que vous ressentirez de la négativité. Il y a des choses, c'est nettoyé, vous ne les reverrez plus jamais. Par exemple, voilà, il y a une personne qui s'engueulait toujours avec sa mère et sa mère la faisait grimper au rideau parce qu'elle n'arrêtait pas de la dévaloriser. Elle fait son festin et le lendemain, la mère, elle lui refait le même coup. Et l'autre, elle la regarde comme ça. Puis elle fait, mais comment j'ai pu me mettre en colère parce qu'elle racontait ces conneries? Fini, terminé. Excusez-moi que je rigole, mais il y a ma fille qui est présente ici. C'était notre cas. Il n'y a pas du hasard, on s'engueulait tout le temps. C'est Émilie Sharp. Voilà. Ça tombe pile poil, merci. Et c'est ça. Et donc, là, il n'y aura pas à y revenir. Et puis, par contre, vous aurez voilà, un sentiment d'abandon qui reviendra, vous aurez un sentiment d'injustice, vous aurez voilà, une émotion négative qui va venir, et vous verrez que dans la réalité, il n'y a pas de raison. Et si, je ne sais pas moi, on vous licencie alors que c'est injuste, vous allez ressentir de l'injustice, là c'est justifié dans le présent. Mais quelqu'un qui vous dit, je ne sais pas moi, je te préférais avec les cheveux courts, puis là vous ressentez de l'injustice, un peu bizarre quand même, tu vois. Il y a quelque chose à retravailler. Donc vous le saurez parce que les émotions vous le diront. L'intelligence émotionnelle, c'est central dans la vie. On ne peut pas vivre heureux sans être intelligent émotionnellement, c'est aussi simple que ça. Hein. Et par contre, quand on est intelligent émotionnellement, c'est ce qu'on apprend dans la deuxième partie, après la cérémonie, quand on apprend à être intelligent émotionnellement, ce n'est pas un effet que je dis, je vous le dis littéralement, vous supprimez, vous résolvez 99% de vos problèmes relationnels. 99% de vos engueulades, de vos bouderies, de vos injustices avec les gens, 99% seront résolus avec l'intelligence émotionnelle. Et ça vaut le coup. Hein. Je voulais intervenir. Merci beaucoup, oui, merci. Au fait de cette personne qui pose la question, est-ce que ça revient ou pas? Tout à l'heure, on parlait de transmutation, c'est-à-dire que c'est prendre une forme et changer la nature de quelque chose, quoi. Donc, il n'y a plus aucune raison que ça soit présent. En fait. Oui, simplement, il faut prendre en compte qu'on est conçu sur des strates. Voilà, il y a des strates énergétiques, des strates symboliques, et on peut avoir transmuté dans une strate et pas dans l'autre. Donc, on va, comme on a nettoyé, c'est un peu comme l'exemple que je disais tout à l'heure avec Nathalie, maintenant que tu es plus clair, ça te traverse. Maintenant que tu as nettoyé, tu as transmuté ce niveau-là, la lumière peut descendre sur le niveau plus bas et là te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur ce niveau-là. Ok, je m'en occupe. Et puis on va descendre de plus en plus profond comme ça et on va toucher des choses. Moi j'ai touché des choses et je touche encore des choses incroyables, quoi. L'important pour moi, c'est d'être autonome, opérationnel et heureux. C'est-à-dire que j'ai toujours des peurs, j'ai toujours des émotions négatives, j'en ai quasi plus. Je peux rester un mois sans avoir une seule émotion négative. Par contre, quand elle arrive,
Voilà. Et là, je me mets à bosser. Généralement, ce que je vais devoir bosser, c'est du lourd. Bon, ben ok, j'y vais. Simplement, je sais que c'est du travail. Et je vous donne juste un exemple. J'ai été confronté, justement, en arrivant sur la strate comme ça, sur la peur de la solitude, que je ne pensais pas du tout avoir. Hein. Alors là, moi, j'étais royal avec ça. Tu m'aurais demandé la solitude. Je dis, bon, moi, j'ai vécu seul, je suis parfaitement à l'aise. Et puis, ça m'est tombé dessus. Bon, mais vraiment, à me taper la tête contre les murs. Eh bien, à ce moment-là, parce que je suis libre, parce que j'ai fait mon travail de libération, et que je suis conscient de ce qui se passe, et que je ne suis pas identifié. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas identifié à ma solitude. Ce qui fait que je ne suis pas en train de dire à l'univers « envoie-moi quelqu'un, j'en ai marre d'être seul ». Non, je suis là en train de me dire « oh la vache, pas facile à traverser ça. Aidez-moi s'il vous plaît à traverser ». Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais ça change tout. Ça change tout parce que tu es juste en train de recevoir un cadeau. Je suis en train de me libérer de la solitude. Super. Ça fait mal. Ben ouais, ça fait mal. Mais quand on t'enlève une épine que tu as dans le pied, ça fait mal. Mais quand on te l'a enlevé, ben, ça va mieux. Tu as le choix. Soit tu restes avec ton épine et puis tu as tout le temps mal, puis tu n'auras pas mal parce qu'on te l'enlève, mais tu auras tout le temps mal. Soit tu te fais mal une bonne fois, puis tu l'enlèves, puis après ça va mieux. Je vais juste prendre la parole vite fait parce que je suis censé après animer un Zoom, la phénoménance du business avec ce lien Zoom. Donc, ceux qui suivent, je vais mettre un petit post dans le groupe pour dire qu'on va le reporter à plus tard peut-être. Peut-être ce soir ou peut-être demain, hein, parce que je trouve que l'énergie ici est très intéressante et j'aimerais pas vous couper ça. Et comme cet événement est prévu déjà depuis longtemps, à la phénoménance, et que ça c'est venu ensuite, on va suivre l'énergie avec cet événement. Donc, ceux qui sont présents à la phénoménance du business, on va voir à quelle heure on finit là et on verra par la suite. Je te laisse reprendre, André. Je vois une question là, c'est Marie-Hélène qui est « J'ai fait mon festin il y a 1 an, puis-je, comme dans la cérémonie, rendre à des personnes des faits dont j'ai envie de me libérer? Et comment le faire de façon pratique ?» Je disais tout à l'heure, on peut soit faire avec une hypnose, avec votre accompagnant à l'époque, vous faites une séance d'hypnose, soit vous pourrez faire une mini-cérémonie. Et comme vous avez déjà fait la vôtre, vous pouvez transmuter ce que vous avez à rendre par un des éléments. Le plus simple, c'est le feu. C'est-à-dire que vous allez symboliser ce que vous rendez à vos parents ou à la personne, et vous le rendez, vous le mettez dans le feu, et ça, l'important, c'est de faire un rituel. Et ce rituel, il peut être fait de différentes façons. Mettez-vous en lien avec votre accompagnant, et vous expliquerez ça très rapidement. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Alors, quand on travaille sur la généalogie en tant que mère, est-ce qu'on nettoie les mémoires pour nos enfants? Oui. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il restera aux enfants à se nettoyer eux. Mais en fait, on nettoie la lignée. C'est assez impressionnant. J'avais une cliente qui vivait seule avec sa fille de 17 ans et qui lui en faisait voir. Mais, bon, je ne sais pas si vous connaissez les mères seules avec une fille, c'est toujours assez sportif, quoi. Et là, elle n'en pouvait plus, quoi. Et c'est pour ça qu'elle est venue faire le travail. Pas pour elle au départ. Et puis voilà, on a mis en évidence tout un tas de choses. Et sa fille ignorait qu'elle faisait le travail. Et pendant tout le travail, la mère me racontait à chaque fois ce que sa fille lui faisait vivre, mais c'était l'horreur, quoi. Elle lui criait dessus, elle cassait ses choses, elle faisait des conneries, elle était... Et puis, finalement, la mère fait sa cérémonie. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit « André, il s'est passé un truc incroyable. Je fais ma cérémonie, je rentre chez moi. Il y a ma fille qui rentre de l'école et qui vient dans mes bras et qui me dit « Maman, je t'aime. Je voudrais tellement que ça aille mieux entre nous. » Elle était sur les fesses, quoi. On peut le dire de différentes façons.
En psychanalyse, on dit qu'il n'y a pas de secret pour l'inconscient. En spiritualité, on dit nous sommes un. Ce qui m'arrive arrive à l'autre, ce que je fais à moi, je le fais aux autres. Quand je me libère, je libère les autres. Et c'est aussi comme ça d'ailleurs que fonctionne la technique Ho'oponopono, si vous connaissez, qui est un truc hyper puissant. Nadine là, vient de me demander de témoigner quelque chose. Je suis le père d'une petite fille. En fait, je suis sorti avec une fille. On est restés ensemble 7 ans et on s'est séparés quand la petite avait 8 mois. Et en fait, après ça, elle n'arrivait plus à rester. Elle pouvait rester qu'avec la mère. Enfin, si ça dépassait une demi-heure avec moi, c'était compliqué. Avec sa grand-mère, avec tout le monde en fait à la crèche, c'était juste horrible. Et ça bougeait pas depuis en fait. Encore la dernière fois où j'étais à Paris, c'était pareil. Il y a eu le livre Festen et la première séance avec Nadine. Et la petite, elle est restée 3 heures avec moi. Elle va maintenant en crèche. La crèche n'appelle plus la maman pour lui dire écoutez, votre fille là, elle est juste impossible, venez la chercher quoi. Switcher du jour au lendemain. Tout ça pour dire qu'en fait, on peut libérer nos enfants quelque part à travers nos libérations aussi, quoi. Même nos enfants, moi je trouve que j'ai l'impression d'avoir libéré peut-être 100 000 personnes autour de moi en travaillant quelque part sur mon truc, quoi. Enfin, et puis ça nous montre aussi que l'amour est la force la plus puissante. Bien plus puissante que la peur. Bien plus puissante. Star Wars est magnifique pour ça. Star Wars nous le montre. C'est très facile d'aller dans le côté obscur. C'est-à-dire que si quelqu'un va dans la rage, il peut devenir très fort, très puissant et détruire dans un combat un ennemi. Et c'est très facile. Par contre, si tu veux devenir maître Yoda, c'est 40 ans de boulot. Mais Yoda, il va bosser dans l'amour. Il va rester du côté de la force. Et c'est ça, c'est-à-dire que travailler dans l'amour demande plus de travail, plus de conscience, plus de volonté. Mais la puissance et le résultat, avec la peur, tu ne résous rien. On le voit bien. Hein. Il n'y a jamais une guerre qui a résolu un conflit. Hein. Jamais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Quelqu'un qui parle de la phobie des escaliers. Alors celle-là, je n'ai jamais eu à la traiter, mais c'est un bon exemple pour dire justement que il y a des phobies, c'est toujours des symboles. Une phobie, on déplace sa peur vers un symbole. C'est-à-dire, voilà, j'ai peur du sexe de mon père, je ne peux pas me dire que mon père est dangereux, parce que sinon je perds papa égale sécurité, c'est logique. Donc, je vais déplacer cette peur vers un objet qui symbolise le sexe de mon père. Les serpents, les queues de rats, voilà, tout ce qui peut symboliser. Le problème, c'est que les symboles, il y a des symboles universels, comme l'araignée, par exemple, et qui sont des symboles très puissants. Si quelqu'un a la phobie des araignées, tu peux être sûr qu'il y a une mère ultra possessive ou une grand-mère qui tisse sa toile. Ça, quelqu'un de la famille, une tante, mais tu l'auras. Et la claustrophobie ? Alors, la claustrophobie, ça peut y avoir différentes origines, mais ça peut être de l'inceste qu'il y a derrière, c'est-à-dire que si je suis dans un endroit noir ou un endroit confiné, je peux être attaqué, je suis en danger potentiel. Et il faut savoir aussi qu'il y a des symboles qui ne sont pas universels, il y a des symboles par pays. Ça, on connaît bien, dans un pays, tu rotes à table, tu es mal poli, dans un autre pays, tu rotes à table, tu es poli. Donc, voilà. Et il y a des symboles aussi individuels, c'est-à-dire j'ai mes propres symboles. Et la phobie, eh bien, c'est en ça que vous êtes unique, c'est-à-dire qu'il va falloir voir si c'est un symbole universel ou si c'est un symbole spécifique qui peut être relié à une expérience.
Par exemple, ça, je dis n'importe quoi, surtout Pauline qui a posé la question, ne prenez pas ça comme une explication de votre phobie. Mais j'étais toute seule en bas de l'escalier et il y a mon oncle qui a descendu l'escalier et qui m'a violée, eh ben, je ne peux pas accuser mon oncle, je vais accuser l'escalier. S'il n'y avait pas eu d'escalier, je ne me serais pas fait violer. Et donc, je vais avoir peur des escaliers, par exemple. Donc, il va toujours falloir analyser et retrouver ce qu'on appelle la chaîne de signifiance, c'est-à-dire la chaîne de symboles, parce qu'en plus, il peut y en avoir plusieurs. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut travailler, qu'il faut analyser. Mais avec Bruno Clavier, on se dit vraiment c'est un truc sur lequel il faut qu'on travaille. Surtout que lui, il a beaucoup avancé, même plus que moi encore, sur un dictionnaire des phobies, parce qu'il y a du travail à faire qui pourrait aider les gens. En fait, la phobie, c'est une transposition d'image. On peut dire ça. On peut dire ça, c'est un glissement. C'est un glissement, c'est-à-dire qu'on imprime une situation et après, de la situation, on va le positionner sur autre chose. C'est ça. C'est toujours une peur que je ne peux pas nommer, parce qu'il y a maman égale amour, papa égale sécurité. Et donc, je ne peux pas la nommer, mais comme j'ai un logiciel survie qui doit me préserver, j'ai un logiciel d'alerte, j'ai un logiciel qui me dit « attention, danger ». Puis là, il est en train de me dire « attention, danger ». Mais je ne peux pas voir le danger, je ne peux pas le regarder. Donc, je vais le déplacer pour pouvoir le regarder. J'ai le droit de le regarder, mais je ne vois plus le danger original. Et comme ça, c'est de nouveau un paradoxe. Le mental ne fait que ça, résoudre des paradoxes. C'est parce qu'on peut dire bah, « tu es couillon ». Ce n'est pas parce que tu vas avoir peur des serpents que tu vas être protégé de ton père. Et le mental dirait bah, « je fais ce que je peux hein. ». Et si des fois on veut le dire, mais qu'on n'ose pas le dire, ça fait le même phénomène? Alors, il y aura toujours, si j'ose pas le dire, c'est que j'ai une peur. Et si j'ai une peur, c'est que j'ai peur de perdre l'amour ou la sécurité. Ça peut être aussi parce que je sais que si je le dis, je ne serai pas entendu. Il y a plein d'enfants qui ont été violés, qui racontent qu'ils l'ont dit à leurs parents. Les parents disent « mais non, ce n'est pas possible ». Ou, voilà. Mais c'est toujours en lien avec l'amour et la sécurité. De toute façon, on reviendra toujours à ça. Même si on a affaire à un intermédiaire, on remontera toujours à l'amour ou à la sécurité. Et tout à l'heure, quand vous disiez que, en parlant de l'abondant, en fait, on passe notre vie à être abandonné et après, quand on est parent, on le fait de façon inconsciente aussi. Oui, ce que j'ai subi, je le reproduis, je le porte à mon insu. C'est pour ça que Bruno Clavier a dégagé une loi qui a été abusé, sera abusé ou sera abuseur. Tu n'y échappes pas. Ça me fait un écho du coup. Moi, j'ai l'impression que plus je résiste à quelque chose, enfin, je ne sais pas comment dire. Je n'ai pas d'exemple concret là, mais bon, ça va venir, c'est pas grave. Laurence, vous vouliez poser une question? Oui, merci beaucoup André, parce qu'il vient de m'arriver un truc très rigolo, on va dire. C'est que j'étais en train de marquer ma phobie des insectes pour l'évoquer durant mon festen. Impossible de marquer insecte, j'ai marqué inceste. Est-ce qu'il y a un lien? Bien sûr. Ça, c'est typiquement le mental, il va utiliser une astuce. Incroyable. Moi, j'avais vécu la même quand j'ai fait ce qui m'avait déclenché la compréhension de ma situation, c'est un rêve. Et dans mon rêve, il y a un incendie. Et je me suis réveillé en larmes, j'ai su que c'était ma vie. Et je suis allé, il faut que je l'écrive tout de suite. Et le papier était trempé de larmes. Et j'écris, et c'est à ce moment-là que l'incident commence. Puis je dis, mais qu'est-ce que j'écris? Je raye incident et je veux réécrire incendie, je réécris incident. Le mental, on dit, donc c'est de l'inconscient, et on dit qu'il règne dans l'inconscient une logique aberrante. Donc voilà, insecte, inceste. Ça, c'est un classique du genre. Merci. Désolé pour vous.
Et du coup, est-ce que tu peux parler de l'énergie du groupe? Moi, c'est quelque chose qui me porte énormément. On n'est pas là tous par hasard. Et c'est drôle, les sujets qui sont abordés, moi, ils me font des fois assez écho. Et est-ce que Bien tu as sûr. expérimenté des groupes? Par exemple, là, Festen, de ce que j'en avais compris, c'était un accompagnement individuel. Et on a lancé ce petit groupe, enfin ce gros groupe, on l'a lancé en 2 jours, on a quand même une trentaine de personnes. C'est génial que vous ayez suivi. Et il y a eu plein d'interactions en fait, entre tout le monde. Et tu as déjà expérimenté des choses comme ça en groupe, André, ou pas? C'est tout le temps. C'est que ça. Vous savez ce qu'on dit, c'est le hasard, c'est l'autre chemin emprunté par Dieu quand il veut voyager incognito. C'est vrai. C'est que ça. Et il y a même la science qu'on a retiré des lois. C'est sur les hasards comme ça dans les groupes. C'est-à-dire que là, sur les 30 personnes, il suffirait de discuter 5 minutes pour que chacun avec chacun trouve un lien maximum au 3e degré. On a tous les deux été à l'école au même endroit, ou on a tous les deux comme cousine, un truc machin. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut tous libérer ce qui nous amène ici? Alors, le truc, c'est que chacun reçoit toujours son cadeau. Chacun a son cadeau. Mais ce n'est pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire que si je sors dans la rue et que je me fais agresser, j'ai reçu mon cadeau, mon agresseur a reçu son cadeau aussi. C'est comme ça. Donc, à chacun de trouver son cadeau. Et un cadeau est toujours un présent, et un présent, c'est à la bonne heure. C'est ça. Et après, on est heureux à l'heure avec eux. On aura toujours, c'est juste une question de conscience et de regarder les choses, de regard sur les choses. On connaît bien des histoires où on a vécu bien des expériences où on croyait avoir vécu un drame, puis on s'est aperçu a posteriori que c'était quelque chose de bien. Et comme je le disais tout à l'heure, quand je traverse ma peur de la solitude, je peux dire « Ah, mais j'en ai marre de souffrir ». Ou je peux dire « Oh, super, je suis en train de libérer une peur ». Ça, c'est juste ma décision. Et en fait, quand on a fait sa libération, quand on a fait son festen, on le découvre après. C'est plus difficile de le découvrir avant à cause du phénomène d'identification dont je parlais, et puis du poids de la souffrance. Mais on découvre après que le bonheur, c'est une décision. C'est juste ça. C'est que de la décision. Ça m'arrive des fois pour un peu désarçonner les gens, quelqu'un qui est en colère, je dis « Mais pourquoi tu décides d'être en colère ?» Non, je ne décide pas. Ben si, tu décides. Tu aurais pu décider de t'en fiche. Tu aurais pu décider d'en rire. Tu aurais pu décider d'en pleurer. Bien sûr, les choses sont plus complexes que ça, mais reviendront à ça quand même. Simplement, il y a des raisons à cette décision que la personne ignore. Parce que ces raisons, elles sont inconscientes et qu'elle s'identifie à ça. Mais c'est une décision quand même. Le bonheur, c'est de la décision. Ce qui n'est pas de la décision, c'est la joie. La joie, elle advient. Le bonheur, c'est moi qui vais le chercher. Alors moi, je me lève tous les matins avec de la joie, mais suivant la journée, la joie, elle ne dure pas toute la journée quand même. J'adore la tête. Suivant les interactions. Eh oui. Et donc, ça va dépendre des décisions que vous prenez à chaque interaction. C'est vrai. En fait, il faut constamment... En fait, c'est une question de conscience. Et c'est très difficile d'être consciente tant qu'on n'est pas libre. Parce que justement, c'est plus fort que nous. Une fois qu'on est conscient, c'est beaucoup plus simple. Parce que j'ai plus ces émotions qui m'envahissent. Je vois les jeux psychologiques. Je vois quelqu'un qui arrive vers moi et qui me tend une perche pour partir en colère. Alors, non, il va jouer tout seul, quoi.
Parce que je le vois, j'en suis conscient. Il y a Émilie qui a une très très belle question qui nous dit: est-ce que les épreuves dans notre vie arrivent parce qu'on doit régler nos peurs ou les remarque-t-on parce qu'on a peur? Alors, oui, les épreuves sont tous des cadeaux. Tous. Enfin, toutes, pardon. Toujours. Et c'est ce qu'on appelle des miroirs. C'est justement, comme je ne suis pas capable de le voir à l'intérieur de moi parce que c'est inconscient, donc sur un niveau supérieur, on peut dire mon soi supérieur, mes anges, l'univers, peu importe, me place un miroir, et là, dans le miroir, je vois, parce qu'à l'intérieur de moi-même, je ne le vois pas. La situation me fait miroir tout le temps. Ah, de quoi? Là, il faut analyser. Il n'y a pas de règle. Mais j'ai eu mon cadeau. Eh ben, j'ai eu un beau cadeau ce soir. Dis-nous. Eh ben, merci Hakim, merci Nadine et surtout merci André parce que ça a fait beaucoup de résonance et ben, il y a beaucoup d'ouvertures qui vont certainement se faire parce que il y a encore des compréhensions qui arrivent. Et tu disais tout à l'heure, à juste titre, que le collectif était quelque chose de phénoménal. Eh ben, je crois que oui, parce que quand on grandit tous ensemble et qu'on évolue tous ensemble, on est capable de voir les évolutions de chacun, même si on est unique. Mais depuis quelque temps qu'on se côtoie, je pense qu'on évolue tous dans de très très belles énergies et que les rencontres que l'on fait et à chaque fois qu'on apporte une petite pierre à notre édifice, elle devient magique. Et je vous remercie aujourd'hui, ce soir, pour tout ça. Et merci André de toutes ces prises de conscience, de ces paroles et de ce que vous êtes, parce que je pense que vous êtes une très très belle personne. Merci beaucoup. C'est ce qui dit qui est. Sachez que c'est un bonheur extraordinaire d'accompagner les gens. Et devenir accompagnant, c'est le bonheur et la joie de pouvoir partager ça, de voir les gens se libérer. C'est quelque chose qui est indicible. On peut en parler avec Nadine, mais c'est une telle joie pour nous de voir la transformation de quelqu'un qui d'un seul coup est plus prisonnier de ses peurs. Ah, c'est trop génial. J'ai un très beau retour à faire. Du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis descendu à Cannes la semaine dernière. On a discuté avec Nadine et elle m'a donné ce livre. Et après, c'est passé toutes ces transformations. Et du coup, j'ai acheté le livre. J'ai commencé à travailler personnellement avant de commencer l'accompagnement cette semaine. La semaine dernière, pardon. On va faire la deuxième séance là. Et du coup, en fait, moi, je suis kiné ostéo de métier. Je travaille beaucoup aussi avec l'énergie. J'ai monté le concept corps, K-O-R-E-S, kiné, ostéo, réflexologie énergétique et esprit, les croyances, tout ça. Et j'avais déjà des résultats très intéressants. Et j'ai commencé, en fait, il y a une patiente à un moment où je captais de la colère et j'ai commencé juste à lui dire, sans dire que je faisais du festen ou sans me prétendre accompagnant festen ou autre, je répète, je me libère de ma colère, je m'autorise à vivre ma colère ou autre. Elle l'a répété ne serait-ce qu'une petite minute. Là, elle a fondu en larmes. Elle avait cette lumière derrière. Et j'étais bluffé parce qu'en général, souvent 2-3 séances nécessaires pour atteindre cette profondeur, j'ai envie de dire. Et encore, et là, c'était immédiat. Les gens, je les faisais repartir avec leurs petites phrases comme ça, répétées. Et je leur disais, voilà, par rapport aux situations de vie qui se présentaient, ne serait-ce que juste de prononcer ces mots, en fait, sans parler de cérémonie ou autre. Il y a eu des résultats, mais incroyables. J'ai l'impression que j'ai obtenu quelque part l'art que j'ai tout le temps cherché à obtenir. Je fais de la kiné, je suis arrivé à des limites. J'ai fait de l'ostéo, je suis arrivé à des limites. J'ai fait de la réflexo, je suis arrivé à des limites. J'ai fait de l'énergétique, je suis arrivé à des limites. J'ai travaillé sur les croyances, je suis arrivé à des limites. Et là, j'ai l'impression que j'ai le Saint Graal. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi qu'il faut dire, c'est que un grand nombre de personnes, après la cérémonie, voient leur talent s'ouvrir. Médium, voyant, guérisseur, chaman, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a une forme
c'est comme s'il y avait une gangue, comme le diamant, voilà, qui emprisonnait, qui empêchait, et la gangue s'ouvre et le diamant se révèle. Et c'est nombre de personnes se révèlent à leur talent. C'est comme ça d'ailleurs que les personnes deviennent accompagnantes, parce que ça devient une évidence, quoi. J'en profite pour vous dire à toutes et à tous que je n'accompagne plus, ne me contactez pas pour me demander d'être accompagné. Moi, je me consacre maintenant à l'écriture et puis au développement de la méthode Charbonnier et à la formation d'accompagnants. Donc voilà, vous avez une magnifique accompagnante qui est là en la personne de Nadine. Sinon, si vous voulez sentir les autres énergies, vous allez sur mon site andrécharbonnier.com, choisir son accompagnant, puis vous verrez la liste des accompagnants qui ont choisi d'être sur le site. Tous ne sont pas là, mais eux, ils ont choisi d'être sur le site. Et vous pourrez trouver avec qui vous êtes en affinité. Y a-t-il encore des questions, des retours, des témoignages? Vous avez le big boss, il faut en profiter. Je n'ai pas arrêté de parler. Je suis d'accord. Il y avait une question sur les noms et les prénoms plus haut. Yes, oui, c'est vrai, on ne l'a pas dit, oui. C'est Motsovi qui nous disait, par exemple, quand on porte par exemple, notre deuxième prénom, celui du grand-père, le troisième, celui de l'arrière-grand-père, ou des choses comme ça, quoi. Transgénérationnel à tous les coups. Ça sera travaillé avec votre accompagnant. Si vous voulez le travailler vous-même, vous pouvez lire un livre de Salomon Selam qui s'appelle « Le syndrome du gisant ». Et vous découvrirez qu'il n'y a pas que les prénoms, mais il y a aussi les dates de naissance, les dates de décès de vos parents, grands-parents. Tout ça peuvent impacter, peuvent signaler la présence de ce qu'on appelle un fantôme transgénérationnel. Pareil, ça faut le libérer et c'est pris en compte par les accompagnants. On se libère, comment dire, en abrégé, on se libère du TG. Il y a aussi une petite vidéo YouTube où il explique très bien. Oui, c'est vrai. Si vous tapez Salomon Selam, syndrome du gisant, vous le verrez expliqué en 8 minutes. Voilà. Moi, je vais vous la partager sur le groupe. Oui. Et Bruno Clavier a écrit un livre qui s'appelle « Les fantômes familiaux », qui explique bien aussi. Et puis, dans Festen mode d'emploi, il y a une large part quand même qui est dédiée, où je regroupe les deux, le gisant et les fantômes, et comment on s'en libère. Alors, sachez que la libération des fantômes en dehors du Festen, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il faut vraiment... ce qui permet ça, c'est le dégagement d'énergie. Encore une fois, juste, je terminerai peut-être avec ça, ce qui nous permet de comprendre l'énergie du Festen, c'est le Seigneur des Anneaux. Si vous avez lu ou vu le film de ce petit hobbit qui va ramener l'anneau du mal jusqu'au volcan dont il est issu. Parce que l'anneau, il a été forgé avec la lave d'un volcan. Et quand il a refroidi, il est devenu indestructible. Et bien, si vous regardez cet anneau, c'est vos peurs. Le Seigneur des Anneaux, c'est un livre très, très symbolique. Vos peurs sont indestructibles, sauf si vous les ramenez au volcan. C'est-à-dire qu'il faut une énergie, il faut faire monter l'énergie au même niveau qu'elle était lorsque vous avez forgé la peur. Et inutile de vous dire que, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, quand la mère est en train de crier sur son enfant sur la table à manger, il y a une énergie de peur qui est colossale. Eh bien, il faut une énergie d'amour qui soit à la même température. Avec cette température-là, on atteint aussi le point de fusion, en quelque sorte, de libération des fantômes transgénérationnels. On s'en fout des frissons. OK? Merci. Merci André. Merci à vous toutes et à tous. C'était un bonheur d'être parmi vous ce soir. Bonne continuation. Merci. Je souhaite une magnifique aventure de libération. Et tous ceux qui suivent la phénoménance, après, je vais quand même vous faire un petit live vers 22h45, 23h,
un petit quart d'heure et demain, on fera quelque chose. Ok. Eh ben, bon courage. Merci infiniment, André. C'est un vrai Merci. Merci. Merci beaucoup. Rien. Le Zoom a été enregistré aussi. Il va être envoyé dès que le replay sera disponible. Merci. Donc, par mail, voilà. Super. Merci. Merci beaucoup. Parfait. Merci à tous. Bonne soirée à toutes Belle et soirée. tous. Merci.